Entre Anatomie d'une chute et La zone d'intérêt, c'est quand même assez étonnant que l'actrice Sandra Hüller n'ait pas reçu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes 2023. Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui du film La zone d'intérêt. La zone d'intérêt, c'est le nouveau film de Jonathan Glazer, et pour être transparent avec vous, c'est le premier film de Glazer que je vois. J'avais à l'époque beaucoup entendu parler de Under the Skin, mais c'était plutôt des retours un peu scindés entre ceux qui criaient au génie et ceux qui étaient en mode c'est juste un film chelou. Avec ce nouveau film de Jonathan Glazer, je pense qu'il va y avoir un consensus. Peut-être un film froid, peut-être qu'il va pas plaire à tout le monde, mais je ne vois pas qui va ne pas aimer le film. Alors c'est quoi la promesse du film? La promesse, elle est dans le pitch et c'est très simple. L'idée, c'est de suivre une famille dans la vie d'un haut dignitaire nazi qui est collé au camp d'Auschwitz. Pour être plus précis, c'est la famille du commandant du camp d'Auschwitz. Donc leur maison est très près du camp. C'est une maison pour le travail. Et la maison est tellement près du camp qu'il y a juste un mur entre la vie de famille, totalement normale, et le camp, totalement horrible. Et moi qui adore les affiches de cinéma, parce que je trouve que voilà, c'est un support qui existe encore, là où beaucoup de choses disparaissent, on a encore le format physique sur les affiches. L'affiche pour la zone d'intérêt est vraiment intéressante, parce que c'est un parti pris assez radical, où ils ont décidé, tout l'arrière-plan, ils ont mis ça en noir, parce que c'est les camps de concentration, et ce n'est pas le sujet du film, c'est le sujet du film, mais ça ne sera jamais abordé frontalement dans le film. Et donc, sur l'affiche, on te le fait comprendre en mettant un noir total, une sorte de déni de ce qui se passe au second plan. Alors ça dépend des affiches. Il y a une affiche française qu'on a dans notre cinéma où il y a l'arrière-plan. Mais en même temps, les plus petites affiches ont pris le parti pris de l'arrière-plan tout noir. Donc je sais pas trop comment ils se sont mis d'accord sur le marketing, mais le parti pris du film, c'est qu'il n'y a pas cette découverte des camps. Il y a déjà beaucoup de films qui ont raconté ça, où on rentre dans les camps et c'est l'horreur absolue. Et ce film-là fait tout l'inverse. La zone d'intérêt est mise sur l'intelligence du spectateur pour créer la sidération via le contraste. On n'est pas sidéré par ce qu'on voit en tant qu'horreur, on est sidéré presque par ce qu'on ne voit pas en se disant mais comment on peut voir des choses aussi banales, aussi horribles, de par ce qu'on ne voit pas derrière les murs. Donc le film joue sur le terrain commun. Terrain commun, c'est ce qu'on partage tous dans notre... sauf les gens négationnistes, mais c'est ce qu'on partage de nos connaissances via ce qu'on a appris à l'école, via les films, via les documentaires, sur ce que sont les camps de concentration. Forcément, si vous ne connaissez pas, c'est compliqué, si vous ne connaissez rien des camps de concentration, si vous ne savez même pas ce que c'est, vous n'allez pas comprendre l'objet du film, en fait. Parce que le film ne vous donne pas ces clés-là. Il compte sur ce que vous avez déjà en tête pour comprendre pourquoi ce que vous êtes en train de voir est horrible. On n'a donc pas d'image frontale, il y a quand même un travail sur le son. Le son est travaillé au millimètre. C'est vraiment très intéressant. Je pense que le film est à revoir avec un casque presque, parce que tout ce qui se passe dans le camp peut s'entendre, parce que le mur nous sépare de la vision de ce qui se passe à l'intérieur, mais le mur n'arrête pas le son. Et donc la famille, je dirais, ou même le spectateur est ramené à ce qui se passe par des sons, par ce qu'on entend, et on devine ce qui est en train de se passer dans les camps. Si je dois résumer le film en un seul mot, c'est l'indifférence. Je pense que c'est ce qui m'a le plus pris à la gorge dans le film, c'est l'indifférence, mais totale, dans cette famille. Quand on regarde un film, on a toujours cette tendance à chercher où va le scénario. Alors, peut-être que vous, c'est pas le cas, mais moi, c'est vrai que les films à twist, en général, presque me décevoir parce que je cherche le twist toutes les 30 secondes. Bon, là, c'est pas un film à twist, mais je cherche quand même, tiens, où est-ce que le film veut m'emmener. Et je crois qu'avec naïveté, je m'imaginais que le film allait me parler d'une famille qui, oh mon Dieu, se rend compte de l'horreur, notamment du côté de la femme, parce qu'il y a aussi ce cliché de la douceur féminine. Donc on se dit, bon, bah, la femme, quand elle va comprendre ce que son mari fait vraiment, parce que c'est lui qui est rattaché au camp à la base, c'est lui le commandant, elle va tomber des nues, elle va dire, mais c'est quoi cette horreur? J'imaginais donc que la difficulté de film, ça allait être comment on s'extirpe de cet endroit, malgré le boulot, et toute cette prise en compte, en fait, de ce qui se passe vraiment. Ce n'est pas du tout ce que raconte le film. Le film nous montre une famille qui est indifférente à ça. Qu'elle le sache ou non, ils s'en fichent, mais royalement. Ce qui leur importe, c'est leur succès dans le travail, c'est leur succès matériel. Le génocide en cours, produit par les Allemands, n'est même pas évoqué dans le film. Il y a
une personne qui va en parler dans le film. C'est un personnage qui est extérieur à l'histoire à la base, qui arrive dans l'histoire et qui va parler voilà, d'une connaissance d'un juif qu'elle connaît et qui pourrait être dans les camps. Je me suis dit, tiens, je le connais, il serait bien dans les camps. La discussion est balayée par la mère de famille qui est jouée par Sandra Hüller parce que ce qui est dans les camps reste dans les camps, ça ne le regarde pas. Pour être plus cru, ce que montre le film, c'est que le boulot, c'est le boulot et ça reste du côté du boulot, de l'autre côté du mur. La condition des déportés dans le camp est totalement minimisée. C'est ici, dans le film, c'est juste une question de rendement. C'est parler frontalement pendant les réunions. C'est un rendement, c'est un quota à atteindre. Repas, jardinage, scène de ménage, jeux entre enfants. Voilà, c'est ce que nous présente le film, le quotidien totalement lambda d'une famille nazie. J'ai conscience que c'est quelque chose qui peut choquer et heurter les spectateurs. Ça avait été le cas sur un film que j'ai pas beaucoup aimé, qui a un parti pris plus compliqué que ça, je dirais, qui est Oppenheimer, qui s'intéresse à la fabrication, à la mise au point de la bombe atomique, et qui, selon moi, ne s'intéresse pas assez aux conséquences. Vous allez me dire, mais si, à un moment, il est choqué de ce que sa bombe a produit. Ça fait des années qu'il l'a produit, il se doute bien de ce qui va se passer avec cette bombe, et c'est peut-être 10 minutes dans le film en mode « Oh mon Dieu, ma création m'échappe ». Je trouve que Oppenheimer est assez maladroit sur ce qu'il nous raconte parce que bien plus que la vie et la création de la bombe, ce qui importe dans cette histoire, c'est les dégâts que ça va causer, c'est toutes les vies que ça va briser. Alors voilà, moi la petite histoire d'Oppenheimer dans toute cette horreur, bah, ça me passe un peu au-dessus. Ici, la zone d'intérêt, c'est différent. Parce que c'est pas l'horreur qui est mise au second plan, c'est pourquoi l'horreur a eu lieu, pourquoi tout ça a pu exister. On se concentre sur des choses vraiment dérisoires, mais pour mettre en avant d'autant plus l'horreur de tout ça. Et l'horreur est en second plan, aussi bien dans le scénario qu'à l'image. À l'image, on voit à l'arrière les toits des miradors, on voit la fumée, on voit quand les enfants jouent, il y a un moment toute une traînée de cendres qui arrive. Il y a tous ces éléments-là qui sont présents à l'image sans jamais être sursoulignés. Ils sont évoqués pour rappeler au spectateur avec ses connaissances, regardez ce qui est en train de se passer, vous comprenez. Donc le spectateur va percevoir tout ça, s'inquiéter de la situation, au contraire de tous ces personnages qu'on voit là, qui s'en fichent absolument de ce qui se passe. Les préoccupations des personnages nazis dans le film n'ont rien à voir avec les préoccupations du spectateur. Les personnages, parlons-en, le commandant nazi n'est pas présenté particulièrement comme quelqu'un de monstrueux. C'est presque le contraire. Son inquiétude pour sa famille, l'amour qu'il a pour son cheval, tout ça, ce sont des signes qui vont déstabiliser le spectateur. Il se dit, mais attends, comment cet homme que je suis en train de regarder, qu'on essaie de me faire passer pour quelqu'un de tendre, de doux. Moi, je sais ce qu'il est. Je sais bien ce qu'il y a derrière tout ça. C'est assez déstabilisant. Il y a un vrai contraste, en fait. Naturellement, on exècre le personnage, mais de par nos connaissances et pas parce que nous montre le film. Et je pense que ce qu'on veut nous montrer à l'écran, ce n'est pas un héros ou quoi, loin de là. Ce qu'on veut nous montrer, c'est que ce n'est pas non plus un monstre, qu'il y a quelqu'un de très humain face à nous. C'est là tout l'enjeu du film, c'est que les personnages qu'on est en train de suivre, et les personnages qui, dans la réalité historique, ont commis tout ça, ce n'étaient pas des personnages de fiction, ce n'étaient pas des ogres, ce n'était pas Dark Vador, c'était des humains. On avait des humains, bien humains, avec des raisons humaines qui ont mené à tout ça. Vous allez me dire, mais c'est horrible ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que tu entends par raisons humaines qui ont pu mener à toute cette horreur? Je crois que c'est ce que veut nous dire le film. Et pour ça, on arrive sur un terme qui caractérise le film, c'est la banalité du mal, de Hannah Arendt. Donc voici quelques lignes qui ont été citées par Hannah Arendt au sujet de la banalité du mal, pour venir un petit peu nuancer sur ce que veut dire la banalité du mal. Ça ne vient pas amoindrir les faits, ça vient les expliquer. Rien n'est plus éloigné de mon propos que de minimiser le plus grand malheur du siècle. Il est plus facile d'être victime d'un diable à forme humaine que d'être la victime d'un principe métaphysique, voire d'un quelconque clown qui n'est ni fou, ni un homme particulièrement mauvais. Ce qu'aucun de nous n'arrive à surmonter dans le passé, ce n'est pas tant le nombre de victimes que précisément aussi la mesquinerie de cet assassinat collectif sans conscience de culpabilité et la médiocrité dépourvue de pensée de ce prétendu idéal. Ces quelques lignes sont tout aussi vraies pour le réalisateur Jonathan Glazer. À travers ce film, il ne minimise pas l'horreur des camps, il met en scène la
construction de cette banalité. Les personnages sont des prototypes. Et dans le film, ils deviennent avec brio ce que la société attend d'eux. Cela ne les pardonne en rien, mais leur motivation se trouve dans la possibilité de gravir le système avec les règles qu'on leur donne, bien qu'humainement affreuses. Et tout ça nous amène à la fin du film, donc petit moment spoil, même si c'est pas vraiment du spoil, ça ne changera pas votre séance. La fin, pour moi, est brillante et particulièrement percutante pour le spectateur parce que ça vient le regarder de face, en mode c'est à toi que je parle maintenant. Le commandant qui a été muté descend petit à petit des marches, puis bizarrement il se met à vomir. Et là on aperçoit le camp d'Auschwitz, mais le camp totalement, presque, mais totalement vide. Il s'agit du camp de nos jours, donc en 2023, et d'un camp plutôt tourné vers la mémoire. Et on peut analyser la fin de beaucoup de façons. Je pense que ça amènera un grand nombre de théories, cette fin. Mais face à tout ce que je viens de dire, et aux propos sur la banalité du mal, je pense que de nous confronter cette époque, c'est peut-être aussi pour réfléchir à ce que nous, à ce qu'on est aujourd'hui. Donc moi, ce que je vois dans cette fin, quand on parle de banalité du mal, ce sont les femmes de ménage qui sont là, qui astiquent, qui lavent tout le camp, qui lavent, voilà, ce lieu d'horreur. Et elles ne portent aucune attention à toutes les paires de chaussures, à tous les morts qu'il y a eu ici. On ressent à travers ces plans, c'est pas du hasard, il est derrière sa caméra, Jonathan Glazer, il choisit ce qu'il veut nous montrer, et ce qu'on ressent, c'est une certaine indifférence de tout ce qui s'est passé ici, de toute cette horreur. Ça amène beaucoup de questions, ces derniers plans du film. Et j'ai envie de dire, le boulot, c'est le boulot. Les femmes de ménage, elles font leur travail, elles sont rémunérées pour laver. Est-ce qu'elles ont le temps de s'inquiéter d'autre chose? D'ailleurs, le camp d'Auschwitz, aujourd'hui, c'est un lieu de tourisme. Avant le Covid, il a même fait son record de visites. En une année, il a accueilli 2,3 millions de visiteurs. L'entrée, forcément, est payante, comme ça assure le devoir de mémoire et puis l'entretien du site. C'est difficile de les blâmer, c'est bien, il faut pas oublier, il faut que tout ça existe. Mais tout ça au milieu du film, c'est percutant. Ça nous rappelle qu'Auschwitz, aujourd'hui encore, est au cœur d'une logique économique. Ça reste un système avec une volonté de rentabilité. Forcément, c'est moins horrible que ça. Mais si on prend du recul sur le camp, si on regarde le monde en lui-même, bien des années après la libération des camps, de ces zones d'horreur, il y a un système qui profite à certains et qui fait subir à d'autres. Pour moi, le film se termine sur un brisage total du quatrième mur, qui regarde le spectateur et qui lui demande « Sommes-nous sortis de ce schéma, de cette volonté d'ascension et de cette course au bien matériel au détriment de l'humain ?» Le nazisme est bien mort, mais une part d'horreur ne demeure-t-elle pas? Je vous encourage donc à aller voir la zone d'intérêt, je vous encourage à vous poser des questions, et peut-être que j'ai une lecture qui n'a rien à voir avec ce qu'on veut nous dire dans ce film, mais je pense aussi que la volonté du film, c'est de ne pas trop en dire. Vous verrez, le film est assez froid, en fait. Et c'est presque à vous de placer un propos sur ce que vous voyez. Et je trouve ça bien d'avoir des films aujourd'hui qui ne nous servent pas, voilà, tout cuit, ce qu'on doit penser, ce qu'on doit comprendre, mais au contraire, qui nous met des images face à nous et qui nous amène à nous interroger, à nous dire « Mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» C'est toi. Qu'est-ce que toi, tu veux comprendre de ce qu'on dit? Comment toi, tu perçois le monde? C'est aussi ça, le cinéma. Voilà. Donc, La Zone d'intérêt, c'est un grand film de l'année. C'est pas un film pop, c'est pas un film hyper fun, hein. C'était déjà le cas un petit peu pour Les Chambres Rouges, mais quand même un sujet, je dirais moins qui amène moins de réflexion. Ici, La Zone d'intérêt, c'est une nouvelle façon, en tout cas, c'est une nouvelle perspective dans ce genre de film sur les camps de concentration. Voilà, c'est bizarre à dire, mais c'est frais. Donc, ne loupez pas La Zone d'intérêt et n'hésitez pas, forcément, en commentaire, à vous élaborer, au moins sur ce plan de fin, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que c'est le commandant qui se rend compte finalement de l'horreur qu'il a commis? Est-ce que on est plutôt dans ce que je dis, à cette vision du monde et se demander, ah, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas encore cette part d'horreur, cette part de travail, de bons petits soldats? Comment vous interprétez la fin? Voilà, c'était le fun, cette critique.